Déjà, bonjour à tous. Donc là, sur cet atelier, on va voir ensemble comment on va pouvoir automatiser les déploiements de nos applications sur le cloud Azure. Ok, donc pour ça, on va découper en trois parties. On fera une petite introduction. Ensuite, on verra concrètement ce que sont les intégrations continues, livraison continue et déploiements continus. Et on finira par une mise en pratique. Donc, en introduction, un petit rappel sur les processus de livraison classiques qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On va avoir en 6 étapes. La première, quand on va vouloir livrer une application, on va venir faire des tests sur l'application. D'accord? Donc, du coup, je reprends pour la partie introduction. Donc, on va avoir 6 étapes dans une livraison. La première étape, on va venir appliquer des tests sur notre application, donc que ce soit des tests unitaires, donc qui sont faits automatiquement, ou des tests manuels. Ensuite, une fois que ces tests sont OK, on va passer à l'étape 2, on va venir construire les binaires de notre application. Donc, on va builder notre application. Ensuite, en étape 3, il peut y avoir différentes étapes suivant notre infrastructure. Par exemple, on va pouvoir aller mettre à jour notre structure de base de données, on va pouvoir aller modifier des configurations serveurs, etc. Ensuite, on va venir arrêter le serveur, on va venir déployer les binaires sur ce serveur-là et on va le redémarrer. Donc là, on voit bien que ça fait quand même pas mal d'étapes. Et toutes ces étapes sont manuelles. D'accord? Et en plus, elles sont à réexécuter sur chaque environnement qu'on a. Donc, si on a un environnement de production et un environnement de test, eh ben, on va devoir faire 2 fois ces manipulations pour chaque nouvelle fonctionnalité. Et en plus, le serveur est coupé durant la phase de livraison. C'est-à-dire que le site n'est plus accessible. Donc là, on va pouvoir rencontrer plusieurs problèmes. Déjà, le processus de livraison est fortement soumis à l'erreur humaine, parce que comme c'est manuel, sur chaque étape, on peut se tromper. On peut se tromper sur les binaires, on n'a pas écrit la bonne ligne de commande pour les générer, donc ils sont pas comme il faut. Le serveur, on s'est trompé de serveur entre la prod et la pré-prod. On n'a pas déployé les binaires dans le bon dossier. Voilà, on peut imaginer tout un tas de cas de figure. Et en plus, ces actions-là sont redondantes pour l'équipe de développeurs. Et en tant que développeur, on déteste refaire les mêmes choses, et d'autant plus quand c'est lourd comme ça. Donc cette lourdeur dans ce processus, ça va freiner la fréquence de mise à jour qu'on va pouvoir faire sur notre application. Puisque si une livraison nous prend 1 heure, il est hors de question qu'on fasse une livraison par jour, ça va prendre trop de temps. Et du coup, on va plus s'orienter sur une livraison 1 fois par mois ou des choses comme ça. Et donc, du coup, en partant de ces problèmes-là, nous, on voudrait pouvoir automatiser tout ce processus de livraison. Et grosso modo, on appuie sur un bouton et puis tout se fait tout seul. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va parler de CI/CD. Donc, pour les CI/CD, donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des acronymes pour Continuous Integration, Continuous Delivery et Continuous Deployment. Donc, on va voir en détail ces trois aspects de la livraison continue. Donc, le premier, Continuous Integration, donc c'est intégration continue, et c'est automatiser la phase de test et de construction des binaires sur chaque nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire que les développeurs vont travailler. Une fois qu'ils ont fini une fonctionnalité, ils vont publier leur code source sur un Git ou un repo. Et là, on va venir exécuter les tests unitaires et construire les binaires qu'on va pouvoir mettre à disposition pour la suite. Donc là, on va avoir plusieurs contraintes quand même pour mettre en place cette partie-là. Déjà, c'est que les développeurs vont devoir écrire des tests unitaires pour chaque partie des fonctionnalités. Donc ça rajoute un petit temps de développement. Chaque test qui tombe en échec doit être résolu rapidement au risque de casser toute la chaîne. Si on a 1000 tests mais qu'il y en a un seul qui passe pas, c'est toute la chaîne par derrière qui est pas poursuivie. Et également, les développeurs doivent mettre en commun leur travail régulièrement, parce qu'on peut automatiser le processus de test et de construction des binaires, mais si les développeurs mettent en commun leur travail qu'une fois par mois, finalement, on aura le processus qui est extrait qu'une fois par mois, il n'y aura absolument aucun avantage. Et donc là, déjà, les premiers avantages de cette première étape,
c'est déjà que l'application, elle est testée régulièrement. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une nouvelle fonctionnalité, on va venir retester toute l'application et du coup, ça va nous permettre de limiter tout ce qui est régression dans notre développement. Et en plus, les temps qu'on va devoir consacrer au test vont être énormément réduits puisque on va savoir que pour une nouvelle fonctionnalité, on n'a qu'à tester cette nouvelle fonctionnalité et on n'a pas à tester toute l'application pour voir s'il n'y a pas des effets de bord. Donc, une fois que l'intégration continue est faite, on va pouvoir passer à la livraison continue. Et en fait, cette étape-là, c'est tout le processus d'automatisation de la livraison sur les environnements de test. Donc, si les tests sont passés avec succès et les binaires ont bien pu être construits, eh ben, on va aller livrer ça sur notre environnement de test ou de pré-production directement. Et on va avoir le même procédé pour l'environnement de production, sauf que pour l'environnement de production, là, il y a une action manuelle à faire, volontaire, quand on veut livrer en production. Donc là, les contraintes, c'est que, encore une fois, les tests doivent couvrir tous les cas de figure qu'on peut rencontrer, puisque s'ils sont pas bons, potentiellement, on peut livrer des fonctionnalités cassées sur la pré-production. Et le processus de déploiement doit pouvoir être automatisé. Suivant certaines infrastructures, certains hébergements, des serveurs qui ont des politiques de sécurité très fortes, des choses comme ça, on peut ne pas pouvoir mettre en place la livraison continue parce que notre outil de livraison continue et le serveur ne peuvent pas communiquer ou des choses comme ça. Voilà, c'est une contrainte. Et là, quand on va avoir mis en place cette étape-là, les avantages, c'est qu'on va avoir un temps de préparation pour les livraisons qui est nul. C'est-à-dire que pour l'environnement de pré-production, ça va être automatique. Et pour l'environnement de production, on appuie sur un seul bouton. Donc, c'est exactement ce qu'on cherchait à faire tout à l'heure. Et du coup, ça va nous permettre de faire des livraisons fréquentes. Donc, on peut en faire plusieurs fois par jour, parce que nous, ça ne nous demande aucun temps. Donc voilà. Et en plus, on sait très bien que quand on va livrer des petites fonctionnalités régulièrement, à chaque fois, on va moins impacter l'application. On va prendre moins de risques sur l'expérience utilisateur et on va avoir moins de risques d'avoir des fonctionnalités qui sont complètement buggées. Et si jamais il y a des fonctionnalités qui sont buggées, c'est des petites fonctionnalités, donc c'est beaucoup plus facile à venir débugger. Et donc la dernière étape, et je me rends compte qu'il y a un problème dans mon PPT, c'est pas continuous delivery, c'est continuous deployment, qui est le fait d'automatiser toute cette chaîne-là jusqu'à la mise en production sur l'environnement de production, justement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si on a nos tests qui passent avec succès, on peut compiler les binaires, on a pu livrer tout ça sur notre environnement de pré-production, et ben là, automatiquement, on va venir livrer sur un environnement de production. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucune action manuelle à faire entre le développeur et le fait que l'application se retrouve sur la production. D'accord? Donc là, il y a des contraintes qui vont être très fortes, mine de rien, c'est que la qualité des tests qu'on a écrits, ça va directement impacter la qualité de notre livraison. C'est-à-dire que si nos tests sont pas bons, notre application, potentiellement, il peut y avoir énormément de bugs qui se retrouvent directement en production. Donc ça peut être assez problématique. Ensuite, la documentation utilisateur doit pouvoir suivre le rythme des mises à jour. Parce que si on peut mettre à jour notre application 10 fois par jour, mais que la documentation ne la met pas à jour, à un moment, on va avoir un gros décalage entre l'outil, la documentation, et l'utilisateur peut être un peu perdu. Et ça, on le rencontre régulièrement, des documentations qui sont pas du tout à jour. Donc là, les avantages d'arriver à ce niveau-là, c'est que tout le processus de livraison est fluidifié, simplifié, réactif, puisque tout est automatique. L'expérience utilisateur est améliorée de jour en jour, puisqu'on va pouvoir faire des livraisons très régulières. Et surtout, si on a des problèmes qui nous sont remontés des utilisateurs ou des demandes de modification, des choses comme ça, et là, on va pouvoir le faire au fil de l'eau et on ne devra pas dire à l'utilisateur d'attendre la prochaine version qui arrivera dans 2 mois pour que son problème bloquant se corrige. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Et donc, du coup, on va passer, si vous le voulez bien, à une mise en pratique où tout simplement, on va prendre un cas concret très simple où on va avoir une équipe de développeurs qui travaille sur la mise en place d'une application. Ils utilisent l'outil Azure DevOps qui leur permet de gérer leur projet
avec un repo Git dedans pour héberger leur code source. Okay. Et sur ce repo, on va avoir 3 branches, une branche master à l'image de la production, une branche staging à l'image de la pré-production et une branche développement à l'image de fonctionnalités qui sont en cours de développement. Ensuite, l'hébergement de notre application, on veut mettre ça sur du Azure et plus particulièrement sur du Azure Application Services. Donc très rapidement, les Azure Application Services, c'est des services Azure qui nous permettent d'héberger des applications web en serverless. Donc c'est-à-dire on refile le code source, les binaires d'une application à Azure et nous il l'expose sur Internet avec une URL d'accès, etc. D'accord. Donc là on a deux application services, une de production et une de pré-production. D'accord, pour les deux environnements. Donc, voilà. Quelque chose de très classique. Et donc, en tant que développeur, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de refaire à chaque fois les mêmes manipulations pour livraison. On veut automatiser. Dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité sur staging, on veut la livrer automatiquement en pré-production. Et pareil sur master, on veut le livrer en production automatiquement. D'accord? Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Et donc, pour ça, hop, donc j'ai créé au préalable tout le contexte. Donc, j'ai un Azure DevOps ici, avec une partie repo, où dedans, je vais avoir une application .NET très simple. Je vais avoir deux branches. Donc, j'ai mes branches master et staging. D'accord? Ensuite, sur la partie sur la partie Azure, j'ai deux application services, donc une de production et une de staging. D'accord. Et je vais avoir mon application ici en local, qui est issue de mon repo. D'accord. Donc si on va lancer rapidement l'application en local pour vous montrer son aspect. Donc là, c'est en train de compiler. Hop, donc là, voilà, on voit que c'est une application très simple, il y a 2 pages. Rien de complexe. Ok, donc on va vouloir aller mettre en place la livraison continue. Donc pour ça, on va aller sur notre Azure DevOps et on va avoir une partie pipeline, justement, qui est là pour créer tout ce qui est pipeline de livraison, pipeline d'intégration continue. Donc là, je vous propose qu'on aille créer un premier pipeline qui va nous permettre de faire notre intégration continue. D'accord, donc appliquer nos tests et appliquer la construction du binaire. Donc là, dans l'exemple, on n'a pas de test, donc on ne verra pas cette étape-là. Mais en tout cas, on va venir publier nos binaires. Donc là, on arrive, alors je vais reprendre au début, on arrive là, on va créer un pipeline, et là, on va avoir une assistance qui va nous accompagner dans la création de ce pipeline-là, sachant qu'on peut, donc là, le premier point, c'est où est déposé notre code source, d'accord. Donc on peut voir qu'on peut faire du GitHub, du Bitbucket ou même du Git en général. Donc là, nous, c'est un repo Azure. Donc là, il a détecté qu'on avait ce projet-là, donc on va le prendre. Et là, il nous demande de soit on part sur un nouveau pipeline ou soit sur un pipeline existant. Donc là, comme on n'en a pas, on fait un nouveau pipeline. Et là, voilà. Déjà, il nous a généré la structure de base d'un pipeline. Donc tout simplement, un pipeline, c'est un fichier de configuration YAML qui va détailler étape par étape les commandes et les actions qu'on doit réaliser pour arriver à notre objectif à la fin. D'accord. Dedans, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir le premier qui est le trigger. C'est là où on va venir dire de déclencher ce pipeline sur la modification sur quelle branche. D'accord. Donc là, par exemple, c'est un trigger sur master. Ensuite, on va avoir la partie pool où on va pouvoir venir configurer la machine sur laquelle on va venir exécuter nos commandes. D'accord. Donc là, tout simplement, on va prendre la dernière version d'Ubuntu. Et ensuite, on va avoir des étapes. Et du coup, chaque étape, c'est tout simplement une ligne de commande qui sera exécutée. Et donc, pour nous assister là-dedans, en fait, Azure DevOps ont bien développé leur élément. Et en fait, on a toute une assistance sur le côté qui nous permet de générer les configurations pour ce qu'on a besoin de faire. D'accord. Donc là, vous voyez que
si vous avez du Android, vous avez ça qui est prévu dedans, créer des archives zip, etc. Donc, on a tout qui est prévu, des Azure Functions, etc. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est du .NET Core. Okay. Et donc, on clique dessus, et là, on va avoir différentes commandes qui sont liées au .NET Core, d'accord. Donc, on va avoir du publish, on va pouvoir venir paramétrer en détail notre commande. Et ensuite, on va faire add. Et ben là, vous voyez que ça nous a mis dans notre YAML de configuration notre commande. D'accord. Donc là, je vous propose, pour simplifier un petit peu les choses, hop, c'est que j'avais préparé mon pipeline avant, pour compiler notre fameux projet. Donc là, on va faire un trigger sur la branche de staging. D'accord. On va garder notre Ubuntu. Ici, on va pouvoir venir créer des variables également qu'on va pouvoir réutiliser dans nos paramétrages par la suite. Si par exemple, j'ai une variable qui s'appelle build configuration qui est en release, bah, je vois que cet élément-là, je l'utilise au moment où je vais publier mon application. Et donc là, je vais avoir 3 étapes dans mon pipeline. La première étape, c'est que je vais venir setter la version du .NET. Donc c'est la version 5. La deuxième étape où je vais venir publier mon application, d'accord. Donc je vais venir publier mon application avec la configuration release. Donc ça c'est un élément qui est purement lié à du .NET. Et donc une fois que mes binaires sont publiés, bah, je vais venir les placer dans ce dossier-là. Et ce dossier-là, c'est donc une variable qui est préconfigurée par Azure DevOps, qui est le chemin vers le dossier de sortie. Et donc, une fois que mes binaires sont générés, je vais avoir une dernière étape où je vais venir créer un artefact avec ces binaires-là. Donc, un artefact, tout simplement, c'est un partage de fichiers entre différents pipelines. D'accord. Donc, ça va nous permettre, là, on va venir mettre à disposition nos binaires qui sont compilés précédemment. On va venir les mettre à disposition dans un artefact qu'on va pouvoir venir récupérer dans un autre pipeline. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais venir sauvegarder et enregistrer. Donc, je vais exécuter. Voilà. Donc là, ça va venir me créer un commit directement sur la branche master. Et donc là, on voit que mon job est en train de tourner. Et donc, tout simplement, quand mon job est en train de tourner, donc il y a une phase où il va être en attente d'un agent Azure sur lequel il va pouvoir exécuter différentes commandes. Et une fois qu'il aura trouvé cet agent-là, eh ben, il va venir exécuter les différentes étapes. Donc là, voilà, il est en train de passer. Et donc là, on voit les différentes étapes qu'on avait vues tout à l'heure dans le YAML et qui se déroulent tout à la suite. D'accord. Donc là, je vais publier mon application. Là, je vais créer l'artefact. Et là, le job fini. Donc là, déjà, mon job d'intégration continue, il est fonctionnel. Et donc, je vais aller sur mon Git en local. J'ai récupéré les modifications de mon projet. Dedans, on va voir que je vais avoir un Azure Pipeline, mon fichier qui a été tout simplement créé. D'accord. Donc là, je vais juste ramener ces modifications sur mon staging pour avoir mon fichier à cet endroit. Okay. Donc maintenant, une fois que mon intégration continue elle est faite, je vais faire ma livraison continue. Donc pour ça, on va aller dans la partie release, ici, où on va créer un nouveau pipeline. Donc là, ce sera un pipeline de livraison. Et là, on va avoir une interface qui va un petit peu changer, où tout va être très graphique. Et encore une fois, on a une assistance d'Azure DevOps qui nous permet d'avoir des éléments les plus couramment rencontrés déjà préconfigurés. D'accord. Si vous voulez déployer sur du Azure App Service, il y a déjà la brique qui est prévue là-dessus. Si vous voulez déployer sur du Kubernetes, pareil. Sur du 2IS avec une base SQL Server, c'est déjà prévu, etc. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est déployer sur Azure App Service.
Donc là, je vais appliquer. Et je vais pouvoir ici venir configurer mon étape de la livraison continue. D'accord. Donc ici, comme on est sur du Azure, je vais devoir aller récupérer ma souscription Azure. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais demander l'autorisation. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. On va choisir que c'est une app service hors Linux. Et ici, une fois que j'aurai ma souscription qui aura été validée, ici, je vais pouvoir retrouver dans cette liste-là mes app services qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir venir sélectionner mon app service de staging. Et donc là, ici, donc, on voit directement CICD staging. Donc, je vais sélectionner cet élément-là. Et ici, on a dans notre étape, on va déployer vers Azure et tout est déjà préconfiguré. Et donc maintenant que notre livraison elle est configurée, on va venir ici lui affecter l'artefact qu'on a créé tout à l'heure par notre pipeline d'intégration continue. Donc tout simplement c'est un build sur ce projet-là et là dedans il va venir, on va avoir le CICD démo, donc c'est le pipeline qu'on a créé tout à l'heure. Et là il nous dit bah oui ça tombe bien, j'en ai trouvé un qui s'appelle CICD démo publish. Donc là je vais l'ajouter. Et ici, on va venir activer le fait qu'il exécute ce pipeline dès qu'il y a un nouvel artefact qui est publié. Donc, pour avoir la chaîne complète entre l'intégration continue et la livraison continue. D'accord. Là, je vais lui mettre un nom release as staging. J'ai enregistré. Et donc là, voilà, maintenant mon pipeline est enregistré, tout simplement, est créé. Et là, je vais pouvoir aller sur mon application. Je vais aller modifier le contenu de la page d'accueil. On va tout publier ça sur le Git et on va devoir retrouver l'application sur notre environnement de pré-production. Donc là, je vais changer cette phrase-là. Moi, j'ai créé un commit avec Git. Et donc là, je viens de pusher mes éléments sur staging. Donc je vais revenir sur mon pipeline. Ici, on va voir que mon CICD il est en cours d'exécution parce que le trigger a été lancé. Hop. Donc là, il est encore en attente. Donc là, ça y est, il est en train de se lancer. Donc il va passer différentes étapes. Et donc ensuite, si notre configuration est fonctionnelle, on devrait également avoir le pipeline de release qui s'exécute par la suite. Donc là déjà, rien que là, vous voyez bien que ça simplifie énormément la tâche de développement puisque j'ai juste fait un push sur mon Git et il y a tout qui va se faire par la suite. Donc là, j'ai mon intégration continue qui s'est bien déroulée. Et du coup, je vais voir dans la partie release. On voit que dans mon release staging, j'ai une release qui est en train d'être exécutée. Et donc là, on voit que ça a bien fait un trigger sur le fait qu'un nouvel artefact est disponible. Et que, donc pareil pour la partie livraison, donc ça attend qu'un agent est disponible. Et une fois qu'un agent est disponible, là, ça va faire, donc il y a 3 étapes pour livrer sur l'app service. Ouais, ça pareil, ça peut prendre un petit peu de temps, entre 30 minutes et entre 30 secondes et 1 minute, pardon, pour tout déployer.
Donc, sachant que là, nous, notre configuration, elle est très très simple. On a une petite application qu'on veut compiler et lancer, sachant que on peut avoir des éléments beaucoup plus complexes. On va venir réintégrer les tests unitaires, on va venir réintégrer le fait de récupérer des mots de passe dans des key vaults Azure, où on va venir faire des migrations sur des bases de données, des choses comme ça. Donc, on peut se retrouver avec des configurations qui sont assez complexes à la fin quand tout est en place. Donc là, on va juste attendre que ça se finisse. Voilà, normalement, ça devrait pas trop tarder. En attendant que ça se finisse, est-ce que vous avez des questions jusque-là? En tant que développeur, c'est pas compliqué d'utiliser sa souris. Ah, à un moment, il faut bien. Qu'est-ce que tu veux? Après, tu peux te créer tes pipelines en ligne de commande si tu as envie, créer ton fichier YAML de zéro et utiliser ton clavier. Bon, du coup, normalement, c'est pas si long. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Et également, on va en profiter pour regarder sur la partie quand on va voir le détail d'une release, on va également pouvoir voir les commits qui sont associés. Donc là, on voit que j'ai deux commits. Mon premier commit où j'ai créé mon pipeline, mon YAML, et mon deuxième commit où je vais avoir mes changements sur mon index.html. Également, si on clique dessus, on arrive sur le détail du commit pour toutes les modifications, etc. Donc ça permet de vraiment suivre les éléments et savoir qu'est-ce qui est en train d'être livré. Et le nom de ton commit, c'est le message que tu vas mettre en fait ton Ici, là? Ouais. Oui, c'est le nom effectivement, c'est le nom qu'on a mis, sachant que sur Azure DevOps, on déborde un peu de là, mais sur Azure DevOps, en fait, on va pouvoir créer dans la partie board des items de travail, donc des use cases, des tâches, des features, etc. pour gérer un petit peu notre avancement, savoir où on en est, qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, quand on va faire un commit, on va pouvoir attacher un commit à des items de travail. Et du coup, ces items-là, justement, on va pouvoir les retrouver dans cette partie-là. Bon, là, là, il y en a pas, donc on les a pas, mais voilà, on peut vraiment tracer le commit précisément à quoi il est rattaché, à quel item il est rattaché. Écoutez, normalement, ça prend pas, ça prend pas si longtemps que ça. Je l'ai fait juste avant, ça avait pris 1 minute. Donc là, je sais pas pourquoi ça. Un truc à faire sur la service, de démarrer, arrêter. Bah non, normalement, elle est démarrée. Romain, si tu mets le câble, peut-être, enfin, je sais pas si c'est un Wi-Fi, ça change quelque chose. Ouais, normalement, ça n'a pas ça a pas d'impact parce que c'est vraiment tout est dans le cloud. Bon, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse la même manipulation pour l'environnement de production, master, d'accord. Puis, peut-être que le temps qu'on fasse la manipulation, ça sera fini. Ah, voilà, il suffit juste de le dire. Donc là, du coup, notre action est finie. Et donc, on va pouvoir venir sur notre application services de staging. Cliquez là. Et d'avoir notre application qui est déployée avec nos modifications qu'on a faites là. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, on va venir créer ça sur la branche master. D'accord. Donc, je vais retourner sur mon Git en local. Je vais aller sur ma branche master. Et ici, mon pipeline sera le même entre la pré-prod et la production. D'accord.
Donc là, on a deux possibilités. Soit on garde le pipeline, un seul pipeline, d'accord, pour master et staging et on change juste le trigger ici. Et après, c'est juste notre pipeline de livraison qui va changer, d'accord. Ou alors, et c'est un élément que je préfère personnellement, c'est vraiment quitte à dupliquer, mais vraiment créer deux pipelines vraiment différents pour l'environnement de pré-prod et de production du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc pour ça, on va venir dupliquer notre Azure Pipeline. On va venir lui changer de nom, Azure Pipeline Production. D'accord. On va venir ici changer le trigger. On va venir enregistrer. Et après, tout le reste va rester la même chose. Donc là, je vais venir committer mes changements. Et donc là, on va aller dans mes pipelines. Je vais créer un nouveau pipeline donc pour ma branche master. Donc là, c'est sur mon repo Azure. Et ici, on va dire qu'on va partir d'un fichier YAML existant. Et donc là, on est sur master. Et du coup, c'est ce fichier production qu'il doit prendre. Ici, ça nous remet le fichier. Donc, on va pouvoir le modifier ou autre. Là, je vais sauvegarder mon pipeline. Et donc là, je vais avoir deux pipelines. Donc, juste pour une meilleure compréhension, on va venir renommer ce pipeline production. Et également, on va aller créer un pipeline de release, un nouveau pipeline de release pour notre environnement de production. Donc, voilà. Donc après, la configuration va être la même. Hein. Et donc là, encore une fois, on aurait très bien pu partir du pipeline existant et rajouter une branche et faire des contraintes sur l'origine des nouvelles artefacts. Est-ce que c'est sur la branche master, auquel cas ça va lancer telle étape, ou la branche staging et ça va lancer telle étape. Mais encore une fois, je préfère vraiment dissocier les deux éléments. Donc là, hop, je vais remettre donc dans mon app service, je vais mettre celle de production, d'accord. L'enregistrer. Hop. Ici, c'est une release de production. Et dans mon pipeline ici, je vais prendre l'artefact de mon pipeline CICD démo production. Hop. Et là, je vais l'ajouter. Je vais venir y activer le trigger sur le continuous deployment. Je vais venir sauvegarder. Et donc là, toute ma chaîne est faite. Donc ça veut dire que si je reviens sur mon application, dans l'index, donc là, je vais mettre hop, donc j'ai fait un changement sur mon index. C'est HTML. Et donc on va voir que sur notre pipeline, on va avoir pourquoi il n'est pas lancé? Si je mets le bon nom dans la branche, ça devrait être mieux. Et donc là, voilà. Donc là, le pipeline, il est en train d'être exécuté.
Et on va voir exactement la même action qu'on a fait en CNI, sauf que le résultat sera directement sur notre service de production. Donc là, bon, on va le laisser dérouler. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Ce que je peux vous montrer en termes d'exemple, c'est ce que nous on a fait sur un de nos projets, donc un pipeline, un vrai pipeline qu'on a vraiment mis en place et qui fonctionne pour un de nos clients, qui, comme vous pouvez le voir, déjà, il est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait ensemble. La logique est un petit peu, la manière de l'écrire est un petit peu différente parce que là, on n'était pas sur du Azure DevOps, on était directement sur du GitHub. Donc les grands principes restent les mêmes, mais la manière d'écrire les éléments peuvent changer un petit peu. Donc là, on va retrouver la partie trigger, donc sur quelle branche on va exécuter le pipeline. Donc là, on voit que c'est un pipeline de staging. Ici, on va avoir des environnements, des variables d'environnement, donc c'est un petit peu nos variables qu'on avait vues tout à l'heure, où on va pouvoir réutiliser ces variables-là dans notre configuration ci-dessous. Et en dessous, on va avoir des jobs. Et du coup, pour chaque job, on va avoir une étape et une action à faire. Voilà, on va exécuter ça sur un Ubuntu. On va créer un service de base de données. On va s'en servir pour nos tests. Donc tout ça, c'est pour exécuter nos tests. Et donc là, bien sûr que si nos tests fonctionnent pas, on arrête le pipeline, on va pas à la suite. Ici, on va venir récupérer, se connecter à Azure et récupérer des mots de passe sur un Key Vault Azure, d'accord, qu'on va venir intégrer dans nos différentes commandes. Donc là, on va venir mettre à jour notre base de données. On va venir se connecter à notre repo Docker pour pouvoir compiler, builder et pusher une image Docker. Et donc après, donc à partir de là, ici, on va venir publier sur un Kubernetes en appliquant tous les fichiers de configuration pour recharger l'application, etc. Donc voilà, déjà, vous voyez que juste en intégrant des tests et en livrant sur un Kubernetes et non sur une application de services, on est déjà un petit peu plus conséquent en termes de lignes de configuration à avoir. Et donc là, du coup, si on revient sur notre livraison, donc notre job s'est bien déroulé, et du coup, notre release sur la production, elle a été avec succès, et donc du coup, si on retourne sur notre Azure, on va sur la production, et on fait naviguer, on a nos changements qui ont été déployés. Alors, donc, une fois que tout ça s'est configuré, une fois que ça fonctionne, votre temps de livraison est réduit à rien du tout. Voilà, un petit peu ce que je pouvais vous montrer.